Donc, je veux d'abord, bien sûr, remercier le comité d'organisation, notamment la commission infirmière du Congrès, qui me permet de parler avec vous de ce sujet. Donc, effectivement, je n'ai pas de conflit d'intérêt spécifique sur ce thème. Donc, les objectifs, c'était cela. J'ai compris hier que c'était dans le cadre des complications médicamenteuses. Donc, j'ai réorienté au dernier moment mon topo. Je m'en excuse un peu. Donc, effectivement, la thrombopénie en réanimation, en gros, ça va toucher entre 1/3 et 2/3 de nos patients. La moitié de ces patients l'ont dès l'admission, la moitié l'acquerront au cours de leur séjour, en fonction effectivement du seuil. On voit qu'habituellement, on définit une thrombopénie par un seuil inférieur à 150 000 plaquettes par microlitre, et on voit qu'effectivement, il y a des papiers avec des seuils à 100 ou à 50, et à 50, on considère que c'est un critère de gravité. La deuxième chose importante, c'est que certaines de ces thrombopénies sont bien sûr reliées à des médicaments. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, puisque juste après la guerre de sécession, avaient été publiés ces cas groupés de purpura après prise de quinine, probablement en rapport avec une thrombopénie médicamenteuse. Alors, si on regarde effectivement quelle est la part des médicaments dans le développement de la thrombopénie en réanimation. Ça, c'était une étude observationnelle qui avait inclus 300 patients qui étaient thrombopéniques consécutifs. Et la première chose, c'est que, indépendamment des médicaments, la thrombopénie, c'est toujours un mécanisme multiple en réanimation. Donc, il y a 75% des patients qui ont plus d'une cause dans ce cas. Deuxièmement, effectivement, la thrombopénie induite par les médicaments, la drug-induced thrombocytopenia, ce n'est que 32 patients dans cette série, 10%, mais presque une fois sur deux, le médicament sera la seule cause identifiée. Et un certain nombre de ces médicaments sont des causes curables qui permettent d'arrêter le phénomène. Alors la plaquette, c'est une cellule extrêmement, intelligente, contrairement à ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'elle a toute une fonction anti-inflammatoire et anti-infectieuse que je n'aborderai pas, mais elle a également une fonction hémostatique. Et on sait tous que quand il y a une solution de continuité dans un vaisseau, les plaquettes vont s'activer, vont se placer à ce niveau-là, vont libérer des médiateurs, vont relarguer ces médiateurs à l'extérieur qui vont activer la thrombine et permettre la coagulation à ce niveau-là et l'hémostase. Donc on voit très bien assez facilement que les thrombopénies peuvent donner à la fois des complications hémorragiques. Le manque de plaquettes à un endroit où on en a besoin favorise la thrombose, mais également l'hémorragie, mais également des complications thrombotiques, parce que quand ces plaquettes s'activent à un endroit où elles ne sont pas forcément sollicitées, elles vont induire la fabrication de thrombose. Et au cours des thrombopénies médicamenteuses, les deux éléments peuvent se voir. Alors, pour ce qui est du saignement, dans cette série ancienne qui est des séries de Case Report, on voit qu'il y a en gros 30% des patients qui feront, au cours des thrombopénies médicamenteuses, un événement hémorragique, 10% ce sera grave, et quelques patients vont en décéder. Et effectivement, il est classique de considérer que quand on a une thrombopénie, quand c'est par défaut de fabrication au niveau de la moelle, le manque de plaquettes est absolu, et donc le risque hémorragique est un peu plus important que quand ces plaquettes sont produites en grand nombre et détruites au fur et à mesure dans le flux circulant. La deuxième chose tout aussi importante, c'est qu'en réanimation, la plupart de nos patients ont des thrombopathies liées aux médicaments ou à tous les équipements qu'ils reçoivent, et que ça rend compliqué l'évaluation du risque hémorragique à partir d'un simple seuil de numération plaquettaire. La troisième chose également, c'est que ces hémorragies, elles ne sont pas dans des terrains qui sont atypiques. Globalement, les malades qui saignent en étant thrombopéniques, ils saignent essentiellement comme les autres malades, c'est-à-dire au niveau du tractus gastro-intestinal et un peu également au niveau respiratoire. Alors, la première chose à faire face à une thrombopénie, c'est d'abord d'éliminer les fausses thrombopénies qui sont dues à des agrégations ou sur tube citrate ou des problèmes de prélèvement. Donc, il faut renouveler le prélèvement, voire faire un prélèvement sur microlame. Ensuite, on doit éliminer les causes, d'origine non médicamenteuse, et en sachant qu'elles peuvent être intriquées avec des causes médicamenteuses et que les médicaments eux-mêmes peuvent être plusieurs à contribuer au développement de la thrombopénie. Je vous ai donné ici une liste qui est malheureusement loin d'être exhaustive, mais la plupart des médicaments qu'on donne en réanimation, que ce soit des antiépileptiques, des sédatifs, des antiarythmiques, des anti-infectieux, induisent effectivement possiblement des thrombopénies médicamenteuses.
quand on sait que le sepsis est la première cause de thrombopénie en réanimation et que les anti-infectieux représentent la première cause de thrombopénie médicamenteuse en réanimation, on voit que ça devient très compliqué. Alors, il y a des scores qui ont été publiés qui permettent de prendre en compte l'imputabilité d'un médicament dans le développement d'une thrombopénie par rapport à la chronologie entre l'introduction du médicament et la survenue de la thrombopénie. Il y a des données bibliographiques qui doivent être confrontées et à partir de tout ça, on peut estimer quel est le risque d'imputabilité du médicament à la thrombopénie. Alors, quand on est face à une thrombopénie, effectivement, je dirais qu'il y a 3 éléments importants. C'est regarder la thrombopénie dans son environnement hématologique. Est-ce qu'elle est isolée? Depuis quand elle a été arrivée? Quelle est sa cinétique, sa profondeur? Quelles sont les autres anomalies sur les autres lignées? Quelle est la taille du volume plaquettaire? Puisque probablement, plus une plaquette effectivement est détruite rapidement alors qu'elle est produite, plus ce mégakaryocyte se fragmente tôt et plus les plaquettes sont grosses et qu'elles ont probablement des capacités hémostatiques plus intéressantes. Deuxièmement, effectivement, quelle est l'histoire du patient? Quelle est la maladie qui l'a amené là? Qu'est-ce qui peut contribuer effectivement à cette thrombopénie, à la fois dans la maladie aiguë, dans les comorbidités et dans les traitements, enfin, qui ont été appliqués récemment? Effectivement, un certain nombre de traitements vont pouvoir être imputables, y compris les transfusions, y compris les circulations extracorporelles. Quelle est la place du myélogramme dans cette situation? Elle est extrêmement réduite et elle est probablement absente si la thrombopénie est isolée. Un papier qu'on avait publié montrait effectivement que dans ces cas-là, c'était même un facteur de risque d'avoir un myélogramme non contributif. Le message, c'est que quand vous en êtes là, il faut discuter avec les hématologistes si vous n'avez pas d'hématologiste dans votre réanimation. Alors, les causes des thrombopénies en réanimation, il y a bien sûr celles qui sont dues à l'hémodilution, à cause de la transfusion massive, ça se comprend facilement. Il y a tout ce qui est dû, bien sûr, au sepsis, puisque la plaquette va servir à attaquer le germe directement. Elle est impliquée dans ce mécanisme, et donc elle est consommée dans la guerre contre les micro-organismes. Elle est également consommée dans les phénomènes de coagulation intravasculaire disséminée qui sont souvent associés au sepsis pour essayer de calfeutrer l'infection dans un domaine vasculaire donné. Elle est également consommée assez souvent dans les circuits extracorporels, principalement les ECLS ou les ECMO. Elle peut être séquestrée, c'est plus rare de façon aiguë, puisque généralement, c'est les problèmes des hypersplénismes, des hépatopathies. Et enfin, ça peut être une destruction sur le site de production, qu'elle soit d'origine chimique, qu'elle soit d'origine virale ou qu'elle soit d'origine effectivement toxique. Il y a également effectivement tout ce qui est les microangiopathies thrombotiques et les phénomènes immunologiques qui peuvent s'accompagner de thrombopénie, en sachant qu'un certain nombre de causes de ces connaissent des médicaments. Il y a des MAT qui sont induites par des médicaments, comme la cyclosporine, et les plasmas, vous savez maintenant, peuvent être des médicaments dérivés du sang. Alors, en pratique, quand vous avez une thrombopénie, effectivement, qui est suspecte d'être médicamenteuse, il y a les causes centrales. Généralement, elles sont assez faciles à identifier. Dans la plupart des cas, le patient a une chimiothérapie anticancéreuse qui est connue et effectivement, il développe une thrombopénie, souvent associée à une baisse des autres lignées. Parfois, c'est plus compliqué, puisque certains médicaments, l'équinolone par exemple, le Bactrim ou d'autres, peuvent donner des thrombopénies avec des atteintes un peu dissociées parfois au niveau hématologique. Les problèmes des thrombopénies immunes, là encore, c'est un casse-tête assez compliqué, parce que soit le médicament joue comme ce qu'on appelle un aptène, va modifier les protéines à la surface des plaquettes, les rendre antigéniques pour l'organisme et induire une réponse et une destruction de la plaquette, soit au contraire, effectivement, il faut que le médicament soit présent avec la plaquette, les deux étant la cible simultanée, soit parfois, effectivement, l'anticorps attrape le médicament et va se faire capté par la plaquette, comme si la plaquette jouait son rôle de cellule de défense par ce qu'on appelle le récepteur FC. Donc c'est assez compliqué, il y a plusieurs mécanismes immunologiques qui sont en cause, et puis surtout, il y a les thrombopénies médicamenteuses qui sont surtout thrombogéniques, que ce soit celles associées à l'héparine ou que ce soit celles qu'on peut rencontrer au cours des PTT médicamenteux. Alors, effectivement, en fonction, un certain nombre de tests médicamenteux pourront être proposés plus ou moins spécifiques. Il faut savoir que les tests immunologiques, il faut essayer de les faire. Ils ne sont pas faciles à récupérer. On ne peut pas attendre leurs résultats pour prendre des décisions.
Parfois, ils sont positifs sans aucune signification. Parfois, ils sont négatifs parce qu'il n'y avait plus d'anticorps circulants dans le malade. Ils ont un manque de sensibilité et de spécificité. Néanmoins, il faut essayer de les faire. Alors, vu qu'on me demandait de parler des alternatives anticoagulants, j'ai deviné qu'il fallait peut-être parler un petit peu des thrombopénies induites par l'héparine. Effectivement, vous savez que dans les granules plaquettaires existe un facteur 4, le facteur 4 plaquettaire, qui est une chémokine qui va être relarguée à l'extérieur. Elle est extrêmement positive. Elle va se marier facilement avec les molécules d'héparine qui sont négatives. Elle peut acquérir des propriétés antigéniques, induire une réponse anticorps. Si cette réponse anticorps se fixe sur la plaquette par le récepteur FC, et il y a des conditionnements génétiques différents sur ce récepteur qui favorisent plus ou moins la fixation du récepteur FC quand il porte cet immun complexe, on active la plaquette et cette activation aboutit à un phénomène de thrombose, d'hypercoagulabilité. La même chose se fait sur les récepteurs FC des monocytes macrophages et des polynucléaires et permet d'emballer le système inflammatoire qui lui-même emballe la thrombose à ce niveau-là. Alors, le diagnostic, il est fait généralement, c'est une thrombopénie qui apparaît généralement à partir du 5e, 7e jour après exposition à l'héparine, plutôt les héparines non fractionnées, et effectivement, à la chute brutale des plaquettes qui doit descendre d'au moins 30%, voire thrombopénie absolue, vont s'associer des phénomènes éventuels de thrombose. Alors, on a un score qui existe, qui est le score 4TS, qu'on peut calculer, et on considère que quand ce score est supérieur à 4, il faut arrêter l'anticoagulant héparinique en cours, que ce soit une UFH ou une macromoléculaire, et la substituer par un autre traitement, faire des tests immunologiques pour rechercher la présence des anticorps circulants. Si ces anticorps antifacteur 4 plaquettaires sont positifs, le seuil est très discuté actuellement, notamment en réanimation chirurgicale, pour éviter de surtraiter les patients, mais le seuil se situe entre 1 et 2. Probablement, on est dans le cadre d'une TIH et il faut continuer le traitement en attendant le résultat du test d'agrégabilité plaquettaire. Si le test inversement anticorps est négatif, sa valeur prédictive négative est très forte et on peut chercher une autre cause. Alors, je vais vous parler rapidement des alternatives anticoagulantes qui vont être débutées dans ce cadre-là, parce que dans ce cadre-là, vous avez besoin de donner un anticoagulant pour contrôler les phénomènes de thrombose qui sont en cours de constitution. Ce sont surtout les traitements parentéraux qui sont intéressants. Vous avez bien sûr essentiellement l'argatroban et je dirais qui est un anti-2A direct, dont la demi-vie est de 50 minutes. Et vous avez effectivement les héparinoïdes, danaparoïdes et le pentapeptide, le fondaparinux, qui vont se coller sur l'antithrombine 3 et c'est elle qui va faire le travail parce qu'elle va être, je dirais, accélérée. Les posologies, pour le danaparoïde, il faut regarder dans le Vidal, c'est assez simple et classique. Pour le fondaparinux, il ne fait pas partie des recommandations, mais tous les papiers convergent pour montrer qu'il est probablement aussi efficace que les autres et beaucoup moins cher. Il faut adapter la posologie au poids et à la clairance et surveiller l'activité anti-DISA spécifique. Pour ce qui est de l'argatroban, c'est un médicament qui, lui, est très intéressant puisqu'il ne s'accumule pas en insuffisance rénale. Il s'accumule en insuffisance hépatique. Et donc, en dehors de l'insuffisance hépatique, il devient, chez nos patients de réanimation, qui souvent, au cours de ces TIH, ont des insuffisances rénales, le traitement de choix de première intention. Alors, les posologies qui sont proposées sont très élevées. Et c'est vrai que nous, mais on n'est pas les seuls, on a tendance à faire des posologies qui sont au 10e des posologies proposées. C'est-à-dire pas de bolus déjà, et deuxièmement, au lieu de partir entre 1 et 2 gamma, on part plus souvent à 0,2, et on le surveille par des tests d'hémostase, un test global tel que la PTT, le TCA, mais surtout un temps de thrombine dilué, le même que celui qu'on utilise pour les accidents aux anti-2A oraux. Alors, en gros, soit effectivement, on pense que les conséquences de la thrombopénie sont très sévères et plus importantes en risque que l'arrêt de la drogue, et bien il faut l'arrêter et choisir une molécule qui va rendre le même service et qui est différente chimiquement. Une fois effectivement, normalement, qu'on a éliminé cette drogue, c'est pas comme dans le DRESS, normalement, l'amélioration se fait en 5 à 7 jours. Vous devez revoir remonter votre thrombopénie, dans les 48 heures souvent. Et si ça ne remonte pas, c'est soit qu'il y a un diagnostic associé, soit qu'il y a un diagnostic alterne. Les corticoïdes, les immunoglobulines intraveineuses, les plasmaphérèses, c'est d'efficacité incertaine, peut-être les plasmaphérèses dans les TIH extrêmement graves. En pratique, effectivement, l'indication de la transfusion,
Alors, elle rejoint des indications classiques, c'est-à-dire dans les thrombopénies thrombosantes, les TIH, comme pour les CIVD, comme pour les PTT, pas de transfusion, parce qu'il y a un trop gros risque de thrombose, sauf urgence hémorragique vitale. Dans les autres cas, c'est le risque de saignement et l'existence du saignement qui font décider des choses. Et ma diapositive de conclusion, c'est d'une part, effectivement, tout ce que je vous ai déjà dit, 10% des patients, ça peut saigner et thromboser. Il y a des causes associées qui peuvent combiner à la fois des causes telles que le sepsis et des causes médicamenteuses. Plusieurs médicaments peuvent être en cause. Ne pas hésiter à demander à un consultant d'hématologie et surtout, ne pas oublier de déclarer l'accident. Je vous remercie.